Les glaces flottantes de la mer Blanche sont la terre natale des phoques du Groenland. C'est là qu'ils sont nés, mais aujourd'hui, ni les voyageurs ni les explorateurs ne voient aucun phoque. Ces champs de glace vides font peur. J'en vois un! Le premier phoque! Note les coordonnées! Il y en a un autre! Vous voyez ces trous? C'est les phoques qui le font! Mais ce sont des mâles! Regardez, ils sont là! Le phoque du Groenland donne naissance à une créature qui est peut-être la plus mignonne au monde, le blanchon. Ce charmant bébé phoque a un nez noir, les grands yeux d'un enfant et sa fourrure est blanche. Il y a ceux qui le voient comme un objet de chasse. Pour les autres, c'est un miracle de la nature qui peut disparaître pour toujours. La naissance d'un phoque du Groenland est un véritable sacrement. Il ne peut naître que sur la glace et seulement au début du mois de mars. La femelle grimpe sur l'iceberg pour trouver à tâtons le meilleur endroit. La douleur qu'elle endure se voit dans ses traces de sang. Au début, le petit phoque nouveau-né est verdâtre. La mère peut distinguer la voix et l'odeur de son bébé de très loin. Elle ne s'approchera jamais d'un bébé qui n'est pas le sien. Le nouveau-né prend rapidement du poids. Le lait de sa mère contient presque 50% de matière grasse. Le petit demeure un blanchon pendant seulement 2 ou 3 semaines, avant de muer, après quoi sa fourrure devient grise. C'est pour ça qu'on appelle les phoques adolescents les grisons. Ils portent cette fourrure pendant 1 an. Le phoque du Groenland est une espèce absolument merveilleuse. Ils sont concernés sur 3 sites principaux de reproduction, près du Groenland, près de Terre-Neuve au Canada et ici en Russie. 3 populations. Vous n'avez pas besoin d'aller dans des endroits comme l'Afrique. Et puis, on ne peut pas s'approcher d'un lion, par exemple, pour le toucher. Ici, vous pouvez approcher d'un phoque et le caresser. C'est absolument fantastique, ça. C'est ici que les phoques du Groenland naissent. C'est ce qu'on appelle la gorge, là où la mer Blanche et la mer de Barents se rencontrent. Les moscovites Sergei Kovalev et Anna Filipova sont mari et femme. Ils se préparent pour leur première expédition conjointe dans les glaces de la mer Blanche. Où sont mes chaussons? Vous ne les avez pas vus? Tes chaussons? Lesquels? Les gris? Ah, elles sont quelque part dans le sac à dos. Donne-le-moi, s'il te plaît. Il est par là. Vous ne trouverez pas de meilleur endroit pour garder les piolets que les pantoufles. Gleb, attention, ça coupe. Voilà, c'est ça. Qu'en est-il de bouteilles de gaz? Tu veux pas en prendre avec toi? Anna est biologiste diplômée. Elle travaille au Fonds international de protection des animaux et s'occupe des phoques du Groenland. Son mari est secouriste au ministère russe des situations d'urgence. Bien qu'ils se rendent souvent au nord, ils n'ont jamais vu de blanchon à l'état sauvage auparavant. Oh, qu'il est mignon, regarde. Comme il a de grands yeux. Qui est-ce? Papa. Pourquoi papa? S'il est sur la glace et dans l'eau, c'est papa. Qu'est-ce que c'est? Un petit. Quoi? Un blanchon. Voilà. Anna est secouriste elle aussi, sauf que elle secourt les petits phoques. On avait même un chapeau de fourrure de blanchon dans notre bureau autrefois. Ils ont vraiment utilisé cette fourrure, bien qu'elle soit pas très solide et jaunisse rapidement. En plus, elle a une odeur très très forte. Je me demande pourquoi ils ont utilisé cette fourrure. En URSS, les peaux de blanchon étaient livrées à des usines à fourrure. Pourtant, les chapeaux en fourrure de blanchon n'étaient pas très demandés. Ils étaient teints en rouge, vert ou noir. C'était un peu différent avec les grisons et les phoques adultes. On faisait des vêtements à partir de leur peau. La graisse de phoque était utilisée à des fins industrielles, y compris pour l'éclairage des maisons ou comme un lubrifiant. La chasse aux phoques du Groenland à l'échelle industrielle a commencé en URSS dans les années 1920. À l'apogée, c'était environ 200-300 000 phoques par saison. Les chasseurs n'économisaient pas leurs cartouches.
C'est à ce moment-là que les premières photographies aériennes des phoques du Groenland dans la mer Blanche ont été faites. Leur population était de 3 millions de spécimens environ. Aujourd'hui, elle s'est réduite à 1 million. Aujourd'hui, la fourrure ou la graisse ne sont pas très demandées dans le monde. Malgré cela, la chasse aux phoques est toujours pratiquée au Canada et en Norvège. Dans ces pays-là, l'industrie de la chasse est financée par le budget national. Ce sont les phoques adultes et les grisons qui font l'objet de la chasse. En revanche, la chasse aux blanchons y est interdite depuis déjà longtemps. En 2009, la chasse aux blanchons et aux grisons a été interdite en Russie. Cela signifie qu'on met fin à la chasse aux phoques du Groenland en général. Ce n'est pas rentable de capturer les spécimens adultes isolés en haute mer. Seulement, la chasse dans des endroits où il y a des colonies de phoques, comme c'était auparavant, est rentable comme plan. Cette idée est répandue parmi les opposants à l'interdiction de la chasse aux blanchons et aux grisons, et ils sont prêts à renouveler cette pratique à tout moment. Cette population a-t-elle connu une vie meilleure depuis que la chasse a cessé? Je pense que leur vie n'a pas du tout changé. Pourquoi? Parce que fondamentalement, c'est l'environnement et l'état des glaces qui règlent le taux de natalité. Et ce que l'homme prélevait est maintenant repris par la nature. Ce sont tout simplement des processus naturels. Selon l'une des théories, la population des phoques a commencé à décliner à cause des changements climatiques, notamment du réchauffement qui a fait que la banquise s'est amincie. C'était un phénomène. Les phoques étaient couchés sur la glace, mais la couche glaciale était si fine qu'elle commençait à s'enfoncer dans l'eau. Les pertes étaient énormes. Environ 30 000 petits nouveau-nés sont morts. Ce n'est pas la seule raison à l'extinction des animaux. L'homme envahit activement l'habitat du phoque du Groenland. Enroulez les cordes, levez la rampe. Reçu. C'est fini. Chaque printemps, le capitaine Leonti Kopets reçoit des informations sur les zones de reproduction animale depuis le quartier général des opérations des glaces situé à Arkhangelsk. Il trace les itinéraires de détour sur les cartes marines qui sont ensuite ajustées en cours de route. Tout cela est fait pour éviter d'écraser les blanchons. Vous ne pouvez pas couvrir toutes les zones et dire où ils sont exactement. C'est seulement que la majorité sont ici, mais les autres sont repartis partout dans la mer. Ça peut arriver à tout moment de changer de cap, même à cause des phoques, même s'il n'y a qu'un seul animal. C'est un être vivant. On a pitié de ce petit. La mise en marche d'un hélicoptère dans des conditions hivernales de moins 25 degrés, c'est toute une histoire. Oleg Prodan organise des expéditions vers les lieux où naît le phoque du Groenland et il doit trouver le premier iceberg où il va déposer les touristes. Les gars, où est la batterie? Gardez-la précieusement. Ici, dans la mer Blanche, deux époques se rencontrent. On y voit des maisons d'anciens chasseurs, vieilles et penchées sur le côté, auxquelles un campement écologique moderne est accolé. Cette colonie fut créée comme alternative à la chasse pour que les habitants puissent gagner leur vie grâce au tourisme. D'un côté, la vie est dure. Même le motoneige ne veut pas démarrer du premier coup, et il faut peut-être faire une danse spéciale pour le mettre en marche, non ? Mais d'un autre côté, dans le campement touristique, vous trouverez des toilettes écologiques, une chaufferie qui fonctionne à l'huile recyclée et même une ferme d'élevage de cailles. Ekaterina Sirotenko, touriste et pilote privé, se rend ici pour la 4e fois. Un tel voyage revient cher, mais là ses intérêts sont rassemblés en un seul lieu, son amour du Nord et le pilotage d'hélicoptères dans des conditions extrêmes. C'est une immersion dans la nature sauvage, pure et vierge. Il y a autre chose, la naissance du blanchon. Pour moi, c'est un vrai sacrement. Il y a un mystère.
Au cours de cette recherche aérienne sur la banquise, aucune grande colonie de phoques n'a été découverte. L'équipe de Lake Prodan n'a trouvé qu'une seule femelle avec son petit. Pour aider à rechercher les emplacements des colonies de phoques, ils installent des balises radio sur les îles de la banquise à la dérive. La majorité des touristes qui viennent à la base de Lake Prodan partent d'Arkhangelsk. Le même avion transporte aussi à manger et du courrier. La 14e aventure pour visiter les champs de glace de la mer Blanche et observer les phoques a commencé. Cette année, la situation est assez difficile. Bien que la glace soit très bonne, les phoques sont en retard. Sergueï, un médecin et un secouriste et moi-même, nous prenons le premier vol et on a aussi décidé qu'Anna viendrait avec nous. Et voilà le premier petit. J'attendais ce moment depuis des années. J'ai vu ce blanchon à l'état sauvage de mes propres yeux. Bien sûr, c'était génial. J'étais prise d'émotion. Il y a une pensée qui me vient à l'esprit. Je n'arrive pas à comprendre comment les gens sont capables de blesser ou de faire du mal à ces animaux. La chasse aux phoques du Groenland était pratiquée à grande échelle dans les années 1950, 60 et 70 à l'époque soviétique. Pour la plupart, il s'agissait de chasse en hélicoptère, subventionnée par le budget national. Après l'effondrement de l'URSS, les subventions gouvernementales ont cessé d'être versées, tandis que le prix du kérosène a rendu la chasse aux phoques en hélicoptère non rentable. Avec l'aide de leurs voisins norvégiens, les chasseurs russes ont commencé à sortir en mer pour chasser les phoques depuis des navires. Cela s'est poursuivi jusqu'au début de l'année 2009. Les peaux des phoques de moins d'1 an, des grisons, étaient toujours très prisées. En URSS, on a inventé un moyen spécial de les chasser. Les blanchons vivants étaient recueillis dans les filets et transportés en hélicoptère dans des enclos spéciaux que plus tard, les écologistes ont nommés camps de concentration. Les phoques étaient élevés jusqu'à ce qu'ils deviennent gris et ensuite abattus. Les petits n'étaient pas nourris parce qu'ils avaient assez de graisse sous-cutanée pour tenir 2 à 3 semaines. Les partisans de la reprise de la chasse conviennent que la pratique des enclos est très rentable. Et alors, ils sont prêts à la reprendre. Il faut autoriser les enclos pour blanchons à nouveau, pour les laisser devenir adultes, et puis chasser ces phoques-là, comme on le faisait traditionnellement. Ces méthodes n'ont pas surgi de nulle part. En Union soviétique, la rentabilité était très bien calculée. Cette méthode, elle se justifie. La Norvège, notre partenaire le plus proche, continue parfaitement à chasser et à vendre des phoques. Vous pouvez aller dans les commerces en Norvège et voir le prix et vous comprendrez combien peut gagner une personne qui travaille dans ce domaine. Toutefois, d'autres pays européens, dont la Russie, ont depuis 2011 renoncé à l'importation de tous les produits fabriqués à partir du phoque du Groenland. Le dernier abattage massif de ces animaux a eu lieu au Canada de 2003 à 2005.
Ils ont épuisé la totalité du quota autorisé par le gouvernement canadien. Selon les pêcheurs, les phoques ont fortement réduit la population de morues. C'est une question très controversée. Et il y a des recherches intéressantes menées par des biologistes qui montrent que les chaînes alimentaires sont très complexes. Par exemple, les phoques se nourrissent de calamars, tandis que les calamars mangent des alevins de morue. Les images et les reportages sur les phoques abattus au Canada et en Norvège ont influencé l'opinion publique en Russie. En 2008, une équipe humanitaire composée d'artistes, de musiciens et d'animateurs de télévision a débarqué sur la côte de la mer Blanche. Il me semble que toute personne qui a vu les photos d'extermination de ces pauvres animaux, de ces bébés phoques, ne peut pas rester indifférent. C'est pour ça que je me suis rendue ici. L'arrivée de célébrités n'a pas suscité d'enthousiasme chez les habitants. Leur occupation traditionnelle, qui existait depuis des générations, est désormais interdite. Il n'y a plus rien pour gagner notre vie. On ne nous a laissé que la pêche, et même là, ils ont imposé des restrictions. 2 mois par an, et ensuite il n'y a plus rien. Tous ces équipements modernes, comme les fusils ou de nouveaux hélicoptères, ne correspondent pas forcément au concept de la tradition. Evgeny Agafonov est un ancien chasseur. Il chassait les blanchons en hélicoptère pendant de nombreuses années. Nous y sommes allés avec Alexei Oustinov. Au début, j'étais sacrément effrayé. Je ne pouvais pas les abattre. Mais j'étais déjà descendu sur la glace. Et je les entendais chialer comme des petits enfants. Ils hurlaient, ces blanchons. J'ai demandé, « Alex, comment est-ce qu'on les frappe ?» Il a dit, « Bah, comme ça, tu t'approches et tu frappes, voilà. » Quand un petit verdâtre est né, on a pitié de lui, on ne peut pas l'abattre. Vous le prenez sous le bras pour l'emmener. Mais qu'importe où vous l'emportez, sa mère va le retrouver, seul le diable sait comment. Mais si vous essayez de prendre un blanchon, il vous mordra tout de suite. La chasse aux phoques pouvait durer toute la journée, mais ce travail était bien payé. On pouvait rembourser ses dettes, acheter quelque chose pour la maison, comme des meubles, des téléviseurs, des frigos. Mais maintenant, ils nous disent « Vous ne pouvez pas tuer les blanchons, ne capturez pas les phoques. » Auparavant, lorsque les gens les attrapaient, ils en avaient moins parce qu'ils s'en allaient et il y avait du poisson. Maintenant qu'ils ont interdit d'abattre les phoques, ils vont dans les rivières, ils peuvent même ramper dans la forêt. Des blanchons et des femelles rampent sur les rives des lacs. Les chiens les chassaient autrefois, et maintenant, ils ne les regardent même plus. Parfois, un chien est allongé par terre, et il y a un phoque qui rampe juste à côté. Il vaut mieux vivre comme auparavant, quand on les attrapait pour les ramener à l'abattoir. Ils doivent être chassés peu à peu. Oleg Prodan a fondé son éco-village afin de créer des emplois pour les gens qui gagnaient leur vie grâce à la chasse dans le passé. Je pense que la génération qui vivait grâce à cette chasse, ils sont comme les gens qui ont le syndrome de la guerre d'Afghanistan. C'est une sorte de trouble mental. Figurez-vous par exemple, un homme adulte responsable et résolu, capable de prendre des décisions, qui part dans l'océan Arctique et qui était en fait maître de sa propre vie. Et cet homme était forcé, je le répète, il était contraint, il ne le faisait pas de son plein gré, il était forcé de tuer des bébés. Alexei Koktcheyev aide à maintenir le fonctionnement de l'éco-village. Il vit dans le village voisin. Alexei n'est pas chasseur, il s'occupait du traitement des peaux. Il considère que son emploi actuel et son travail précédent peuvent coexister et que la chasse aux phoques devrait donc reprendre. La chasse peut reprendre à petite échelle. On ne cherche pas à les éliminer en masse. Mais une certaine quantité de phoques devrait être diminuée. Sinon,
il n'y aura plus de poissons. Ils mangeront tout. Ces villages appartenaient au monastère des Solovki et ils travaillaient pour le monastère. Tout le monde ici travaillait et après tout a été abandonné. Alors quoi maintenant? Ils touchent des allocations chômage et c'est suffisant pour eux. Il est très facile de perdre l'habitude de travailler et c'est très difficile de recommencer. Donc les coordonnées sont les suivantes. 65, 19, 196, 37, 23, 867. Il y a un phoque, une femelle qui gît là, tout près d'ici. Il y en a une autre à côté d'elle. Et je vois leur tête partout, dans toutes les fissures. Regardez, tout a changé de façon spectaculaire. Il y a plus de banquise et pratiquement pas d'eau en surface. Tu me prends pour ta maman? C'est ça? Sa fourrure est jaune. Ça veut dire que c'est un bébé. Oui, il a environ 5 jours. Il reste même des traces de sa sortie. Récemment, Yevgeny Agafonov a reçu un certificat de marin de première classe. Maintenant, il va à la pêche depuis Mourmansk. Mais ce travail ne dure pas toute l'année. Il attend avec impatience sa première sortie en mer. Ici, dans son village, il n'y a pas d'emploi permanent. Evgeny allait chasser les blanchons avec Alexandre, un autre ancien chasseur. On attrapait les blanchons avec des crochets. Il y avait un hélicoptère porteur d'un grand filet qui venait les emmener. On terminait habituellement le 8 mars. Le 9, on retournait déjà à la maison. Comme toutes les formes de chasse dans le Nord, la pêche côtière en mer Blanche a un caractère saisonnier. En mars, la navaga s'approche des côtes. Voici notre pêche. Il y a un trou, c'est ça? Oui, Un phoque qui l'a rongé. les phoques entrent par le trou et mangent le poisson. Il ne reste plus que les têtes. Pour les Pomors, peu importe si c'était un veau marin ou un phoque qui a déchiré le filet, ils sont mécontents que les phoques aient maintenant plus de droits qu'eux-mêmes. Les écologistes insistent sur le fait que la biosphère subit actuellement une pression critique. Fini le temps où l'homme pouvait simplement profiter de ce que la nature lui offre. Cela dit, il est impossible de maintenir artificiellement la population des phoques du Groenland au même niveau. Chez les phoques de Groenland, comme par exemple chez les Iblines, l'implantation des œufs fécondés se produit avec du retard. La fécondation a lieu en mars et l'implantation arrive au début du mois de septembre. Ensuite, l'embryon commence à se développer. Ce n'est pas facile de reproduire ce processus en laboratoire. Oleg Prodan met un terme à l'expédition de Mars. Chaque touriste qui a atterri sur la glace reçoit un certificat confirmant qu'il a rencontré un blanchon. C'est étonnant de voir ces petits blanchons parce qu'ils sont vraiment comme nous l'étions dans l'enfance. C'est la même sensation, leurs yeux sont pleins de larmes, ils bêlent plaintivement, ils nous ressemblent vraiment. Tu l'as dessiné aujourd'hui? Oui, C'est un cadeau pour moi? Merci Maria, c'est merveilleux, bravo.
Ce printemps, on pouvait non seulement voir des blanchons sur la glace de la mer Blanche, mais on pouvait même entendre le souffle des bébés phoques que personne ne chassera plus jamais.